Mais d'abord, le documentaire Père sans enfant, diffusé il y a 2 ans, fait enfin bouger Québec. Imposition de maximum de dons et création d'un registre national. La question du registre est connue depuis des décennies par les instances gouvernementales qui s'occupent de la gestion du sperme, c'est-à-dire Santé Canada et le Food and Drug Administration américain. Par exemple, le Dr Kirk Maxey, qui en a fait 400, recommandait vers 2010 la création d'un tel registre avec 2 objectifs, principalement pour le suivi des questions génétiques et aussi pour avoir une idée du décompte. Pour la question de la gestion du génétique, je suis déjà très bien organisé avec Sainte-Justine. Les parents peuvent dire que je suis le donneur, puis à ce moment-là, ça va donner accès au personnel médical des enfants à toutes mes informations génétiques. Disons qu'en ce moment, les parents sont libres d'aviser Sainte-Justine que je suis le donneur ou non. Ce que ferait le registre, ce serait de forcer les parents à divulguer qui est le donneur. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils disent que je suis leur donneur. C'est une problématique entre les parents et l'État. Aux États-Unis, il y a une initiative privée d'une entreprise sans but lucratif créée par Wendy Kramer. Ça s'appelle le Donor Sibling Registry, puis ça compte environ 100 000 membres. There are donors who email me and go, wait a minute, my sperm bank promised I would have no more than 10 kids, 20 kids. I'm looking on your website and I see 67 kids. What the heck? You know, and this happens all the time. Sperm banks need to be held accountable. Eu égard au décompte, moi, ça ne me dérange pas tant que c'est juste pour tout le monde. Cependant, je suspecte que le projet québécois pourrait irriter des banques américaines. Je me suis entretenue un peu plus tôt avec le ministre de la Santé. Monsieur Dubé, bonsoir. Bonsoir. Je donne par exemple une des recommandations, c'est de limiter le don de sperme par personne, par donneur, à 10, 1, 0. Et ça va être applicable le plus rapidement possible avec les différents centres qui vont s'engager à faire tout ce qui est possible pour limiter le nombre de dons de sperme par personne. Il faut distinguer 3 cas. Le donneur artisanal comme moi, le donneur québécois en banque et le donneur américain. Plus de 90% du sperme utilisé par les cliniques québécoises provient des États-Unis. Donc, le règlement de limiter à 10 affecterait surtout la gestion du sperme américain et c'est facile dans le catalogue de passer de un donneur à l'autre donneur, ça ne dérange pas. Mais imaginez-vous pas qu'un donneur qui fait 10 enfants dans une clinique québécoise fait seulement 10 enfants. Voici un donneur américain. This is the crazy part. I've been doing it for 3 years. I've probably donated at least 200 to 250 times, and each donation can have about 5 kids. So that's probably 1,000 kids. Eu égard à la problématique des banques québécoises, lorsqu'ils trouvent un bon donneur, ils ont besoin de l'utiliser pour l'amortir, pour être concurrentiels face aux banques américaines. Pour les calculs économiques auxquels font face les banques, vous pouvez lire l'article de TVA Nouvelle, les banques à sec, et vous allez avoir une meilleure idée du nombre de dons ou de paillettes que fait un donneur québécois. Donc, vous parlez d'un maximum qui touche seulement les dons en clinique de procréation assistée, mais ça ne touche pas les donneurs artisanaux. Bon, les donneurs artisanaux, c'est beaucoup plus complexe, comme vous savez. Je pense que ce qu'on a réalisé avec le comité d'experts et des recommandations qui ont déjà été faites, c'est qu'il faut mieux communiquer, que la plupart des femmes se qualifient pour un don gratuit. On peut aller jusqu'à 6 dons gratuitement. Alors, je ne vois pas pourquoi les femmes
qui ont accès à ces dons de sperme-là gratuits prendraient la chance d'aller vers ce qu'on appelle les dons artisanaux, si vous permettez. On les appelle comme ça. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup, on a fait beaucoup de vidéos, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été initiées suite à la mise en place du groupe d'experts. Mais pour la question des dons artisanaux, on ne peut pas les empêcher comme tels. Pourquoi est-ce qu'un contribuable québécois devrait payer 6 inséminations à une Québécoise pour qu'elle se fasse faire un enfant par un Américain? D'un point de vue médical, tenant compte de mon âge, des questions de consanguinité, tout aggloméré dans le indicateur qui s'appelle la probabilité de défaut à la naissance, je bats vos cliniques. Ça ici, c'est un article de Allo Docteur qui traduit un article sérieux du New England Journal of Medicine. Les lesbiennes n'ont pas de raison médicale de vouloir des donneurs américains lointains. La raison, c'est qu'il y a eu 2 développements technologiques, les réseaux sociaux, puis les tests d'ADN qui permettent aux enfants de retrouver leur donneur, puis elles pensent, en prenant un donneur lointain, qu'elles vont assurer une certaine distance entre l'enfant et le donneur. Il vient d'y avoir une réforme du droit de la famille pilotée par Alain Roy. Ça fait 10 ans que les lesbiennes auraient pu aller en commission parlementaire et elles ne se sont pas fait entendre. C'est les enfants qui ont gagné. Les enfants ont gagné le droit de savoir qui est leur donneur à 14 ans. Les banques américaines recommandent aux donneurs de ne pas être connaissables avant 18 ans. Donc, si vous encouragez les femmes à prendre du donneur américain, vous allez brimer les enfants de ce droit qui vient de leur être accordé. Sur ce plateau de Débat Doc, Myriam Ségère pour commencer, bienvenue à vous. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste, disciple de Françoise Dolto. Vous êtes rattaché à l'hôpital Foch de Suresnes, c'est tout près de Paris. Et votre dernier ouvrage s'intitule GPA, un abandon sur ordonnance, publié aux éditions Langage. Vous avez été amené notamment à être auditionné à l'Assemblée nationale. C'était au moment de l'examen de la loi de révision de la bioéthique, dans lequel était examiné un article tout particulier qui était l'accès à la PMA pour toutes. Ça pose un vrai problème de ne pas avoir de mère ou de père pour un enfant né d'une GPA ou d'une PMA? Bien sûr, ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème, mais ça peut être éventuellement surmontable. Mais c'est pas pour ça que ça pose pas un problème. Et d'ailleurs, eux le disent très clairement, que ça leur pose un problème, et non seulement à eux, mais aussi à leur entourage. Où il est le père, où elle est la mère, quand il n'y en a pas. Certains en souffrent, d'autres moins, et c'est pas anodin en tout cas. C'est surtout l'absence du père, semble-t-il, qui a fait réagir un certain nombre de vos confrères, et vous-même à l'occasion de ces fameuses auditions qui avaient eu lieu à l'époque, à l'occasion de l'examen de cette fameuse loi sur les révisions bioéthiques. L'absence du père poserait davantage de problèmes que l'absence de la mère aujourd'hui? Alors, c'est l'absence du troisième qui pose davantage de problèmes. Le problème de l'absence du troisième est un problème de l'enfant. À la puberté, il commence une quête de connaissance de ses origines biologiques, ce qui généralement déplaît aux mères lesbiennes. Les pédopsychiatres connaissent les embûches que les mères mettent sur son cheminement. Il va devoir, malgré ça, avancer, ménager ses frères et sœurs légaux, puis éventuellement pouvoir découvrir ce merveilleux grand groupe de demi. Monsieur Dubé, lorsque vous qualifiez les femmes que je sers de mes victimes, vous les aidez à castrer la quête de connaissance des origines biologiques des enfants.